Bonjour et bienvenue dans votre magazine Smart Tech, un magazine où l'on fait des découvertes et où l'on s'interroge aussi sur l'actualité du numérique. On va commencer par les découvertes avec une intelligence artificielle entièrement dédiée à notre plaisir. Hello Anna, j'espère qu'on va bientôt se parler. Je t'embrasse. Et oui, alors on va s'en parler justement. C'est une expérience sensorielle qui est proposée par un spécialiste du désir, le groupe Dorsal. Et avec moi en plateau, Hugues Mariton. Ce sera son interview dans quelques instants. Ensuite, au cœur de cette émission, on aura une discussion plus sérieuse, dirons-nous, autour de la 6G. Et oui, la génération d'après la 5G. Alors, qui sont ces acteurs qui travaillent déjà sur cette innovation? Que nous prépare-t-il? Quels sont les projets de l'Europe et au niveau international? Pour en parler, nous aurons en plateau un opérateur, le coordinateur aussi du projet 6G et un membre illustre de la recherche. Et puis nous retrouverons notre rendez-vous sur la protection des données pour se remettre les idées bien au clair sur les mails et la confidentialité des échanges. On conclura par une innovation comme tous les jours avec un robot paresseux mais très productif. Alors tout de suite, place à l'interview. Une IA conversationnelle entièrement dédiée à notre plaisir. On en parle avec Hugues Mariton. Vous êtes directeur des opérations numériques de la célèbre entreprise française sur le marché du plaisir pour adultes. Et votre actualité, c'est le lancement d'une première expérience d'intelligence conversationnelle dédiée au plaisir. On écoute encore un extrait. Oui, allô. Merci de me rappeler, c'est cool. Tu te souviens de moi au moins? Évidemment, oui. Ça me fait plaisir. Comment ça va depuis la dernière fois? Ça va et toi? Tant mieux, moi aussi. Attends, bouge pas, je vais me mettre dans ma chambre. J'ai des potes qui squattent et ils font trop de bruit. Une nouvelle expérience conversationnelle qui est disponible donc sur la plateforme Dorsal Podcast. Quelles sont déjà, je parlais d'intelligence artificielle mais c'est pas tout, quelles sont les briques technologiques qui sont mises en œuvre, Hugues Mariton, pardon. Alors dans cette expérience, on assemble plusieurs choses. On a de la reconnaissance vocale, puisqu'on récupère la voix de l'utilisateur pour pouvoir l'orienter sur des parcours. Donc après, il y a une intelligence artificielle qui va faire le tri, de reconnaître ce que dit la personne, l'envoyer sur le bon parcours. Et c'est mis sur une progressive web app, donc une interface visuelle pour l'utilisateur pour permettre soit pallier au fait qu'il ne va pas vouloir parler avec l'intelligence, ou alors juste pour mettre un peu plus de texte et une expérience qui lie plusieurs sens en fait directement pour l'utilisateur. Et donc il y a un avatar aussi qui est créé? Alors il n'y a pas d'avatar, non, on n'en est pas encore là. Il faudrait aller encore plus loin, mais pour l'instant, c'est deux personnages à qui on a à minima donné une petite personnalité, mais ce n'est pas encore un avatar physique. Au contraire, et vous avez conçu différents scénarios de discussion? Alors, il y a deux macro-scénarios qui sont l'homme, la femme, et dedans, il y a plusieurs chemins en fait, qui vont mener soit à quelque chose de très positif, soit à quelque chose de plus négatif, puisque il a un caractère, et des fois, on n'a pas tout ce qu'on veut. Et qu'est-ce qui se passe si, dans la conversation, tout ne suit pas le scénario qui avait été prévu? Est-ce qu'on se retrouve dans une impasse, comme ça arrive parfois, avec des chatbots? Alors, impasse, pas forcément. Il y a des rattrapages, on va pas se mentir. Il y a aussi des choses où c'est au contraire, c'est une personne qui va volontairement arriver pour troller, pour dire non, 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 ça m'intéresse pas. La personne en face va se fatiguer dans une relation normale. Dans notre cas également. Donc, on a également prévu le cas où la personne... l'intelligence artificielle va refuser le combat, se dire non, ça suffit, j'ai pas le temps. D'accord. Est-ce que vous avez l'impression, je disais que c'est une nouvelle expérience, alors moi je ne l'ai pas testé, j'ai juste eu le droit à un extrait grâce à vous aujourd'hui en plateau, mais est-ce que vous avez l'impression de proposer une nouvelle expérience émotionnelle aux utilisateurs? Alors, oui, voilà. Alors, il y a plein d'émotions. Quand on regarde des choses comme Calls de Canal, on a des émotions qui sont très particulières et qui sont très différentes. On a de l'anxiété, on a de la peur. Nous, on est sur un travail plus érotique. Il y a des choses qui ont déjà été faites. Mais le fait d'allier la partie interactivité et de reconnaissance vocale, ça ajoute quelque chose de beaucoup plus immersif et qui permet de jouer sur un terrain. C'est la sensualité de la voix, en fait, et l'imaginaire autour? Il y a la voix et il y a aussi le fait de répondre, parce qu'on... Écouter un message audio, un podcast érotique, c'est déjà quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Étudier un podcast sur lequel on réagit, c'est le livre dont je suis le héros quand on était petit, où c'est fou de pouvoir jouer et d'influencer sur un scénario. Et là, en fait, dans l'aspect érotique, c'est une dimension différente, supplémentaire pour certains, d'aller influencer l'histoire de ce qui va se passer sur ce fantasme.
Alors, le groupe Dorsel est né en 1979, Oui. je ne me trompe pas. On dit souvent que c'est une industrie, l'industrie du sexe, qui est très en avant, très en pointe sur l'innovation. Donc, vous avez connu la VHS et puis la VOD ou encore la réalité virtuelle. Pourquoi c'est important sur ce marché d'être toujours présent sur le dernier cri technologique? Alors, il y a deux choses. Il y a déjà le fait que on veut pouvoir montrer et faire profiter aux utilisateurs des expériences nouvelles, qu'ils puissent découvrir des choses ou les faire partager et puis pouvoir dépasser ce que je fais tous les jours pour essayer vraiment d'innover et avoir plus de plaisir. Et il y a aussi C'est pour créer un effet surprise? alors, pas forcément. Oui, ça peut être un effet surprise comme ça. C'est l'effet waouh que tout le monde recherche, mais c'est le fait de dire. Pas forcément la surprise au sens, je suis, pas qu'une blague, mais plutôt comme un sens, je découvre un nouveau goût, quelque chose qui m'est agréable, qui me donne envie de dire, viens, essaye ceci. J'ai testé quelque chose, ça me plaît, il faut aller plus loin. Et je pense qu'on a tous un périmètre qui est limité à ce qu'on connaît, et quelque part, c'est notre rôle sur la partie du plaisir de proposer plus de plaisir différent à des gens qui découvrent et qui sont sur leur chemin de découverte de leur sexualité. Et vos partenaires technologiques sont des partenaires classiques? Alors ça dépend. Là, pour le podcast, c'était Vocode, une agence qui est arrivée avec cette proposition de projet. Mais on va avoir beaucoup de partenaires. On va avoir des très gros acteurs avec qui on travaille, qui sont des opérateurs téléphoniques, ou alors on va avoir des tout petits acteurs, des petites startups qui vont se dire ma boîte a fait ça. Je te propose, Hugues, de faire la même chose, mais version adulte. Qu'en penses-tu? Et on échange et on discute. C'est des choses qui arrivent très souvent. Et des fois, on fait des choses qui sont très rigolotes. Je pense que la VR fait partie de ces sujets où on a travaillé avec des partenaires qui étaient très forts et qui ont vraiment apporté un gros niveau d'expérience dès le démarrage. Là, on essaie de faire la même chose, quoi. Alors, vous avez mené une étude utilisateur. Quels sont les premiers retours d'expérience que vous avez? Alors, on est super content du retour, déjà par l'engagement. On ne s'attendait pas à avoir autant de personnes qui répondent à un questionnaire. Normalement, les gens, ils consomment un contenu adulte. Ils ont consommé un contenu adulte. Ils ne vont pas se dire « je vais répondre à une enquête de 12 questions qui va me dire qu'est-ce que j'en ai pensé et compagnie ». Et on a aussi un élément qui est très positif. Alors je crois que c'est 8 sur 10, je crois, si on rapporte la note sur 10 d'évaluation sur le scénario, la qualité de la voix, la vélocité. Et on a également une recommandation de 90% des gens qui disent « je recommanderais cette expérience ». Et donc ça, c'est super positif parce qu'on s'est dit c'est très personnel, c'est très particulier parce qu'il faut parler. Et donc c'est super intéressant comme retour et c'est vraiment cool. On peut avoir combien d'expériences différentes? Parce que si on revient 2 fois, 3 fois, 4 fois, est-ce qu'on risque pas d'avoir à chaque fois la même histoire? Alors, si vous réagissez de la même manière, vous aurez la même histoire. Si vous changez volontairement quelques critères, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous voulez faire tout de suite, ce que vous ne voulez pas faire tout de suite, vous allez avoir potentiellement 1 à 10 histoires. Mais dans les faits, vous avez un début et 3-4 grosses fins. Mais c'est plutôt le chemin que vous allez prendre. Parce qu'effectivement, soit on va dire c'est fini, soit on va dire on s'amuse. Mais on s'amuse, on n'a pas non plus 40 000 façons dans ce scénario audio qu'on a proposé d'opportunités de le faire. Donc ce n'est pas encore une intelligence artificielle très fine. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas s'adapter complètement à l'utilisateur qu'elle a de l'autre côté de la ligne. On est limité au scénario qu'on a mis en place. Ça va encore progresser. Les activités numériques de Dorsel, hein, puisque vous êtes en charge des opérations numériques, c'est quoi? C'est un site de vente en ligne, des sites de vidéos? Alors, on a un site de vente en ligne qui s'appelle Dorsel Store, qui est l'un des flagships de la marque. Et après, on a, on doit avoir 5 gros sites de vente de vidéos. Donc, ce sera de l'abonnement, ce sera de la vidéo à l'acte. Et après, on a des applications sur IPTV, sur les box que vous avez dans votre salon. On a des applications avec les partenaires qui permettent de consommer de la vidéo à la demande ou par abonnement. Avec des enjeux, j'imagine, importants sur la sécurité, sur des moyens de paiement notamment, la sécurité vis-à-vis des mineurs, la protection des mineurs. Oui, on travaille avec beaucoup de partenaires. De la même manière que pour l'innovation, on travaille avec des partenaires qui nous accompagnent pour pouvoir proposer les bons moyens de paiement. Pour la protection des mineurs, c'est un sujet où on dépasse le cadre de la technologie, puisqu'on est sur le cadre un peu plus légal, pour s'assurer que les gens qui sont en face de nous sont majeurs avant de leur proposer des images. Donc là, on travaille également avec des partenaires de paiement et des acteurs qui sont, dont la spécialité, c'est de faire ça, du contrôle d'identité. Merci beaucoup Hugues Mariton, directeur des opérations digitales du groupe Dorsel. On se quitte avec les mots de votre expérience audio. Salut Romane, j'espère qu'on va bientôt pouvoir discuter. Je t'embrasse. Eh bien oui, nous on va pouvoir discuter. Ça va être une discussion qu'on va mener sur la 6G qui se prépare déjà en coulisses.
Qui sont les acteurs de la 6G et que nous prépare-t-il? On en parle avec Nicolas Demassieux, directeur de la recherche et de la propriété intellectuelle chez Orange. Et également avec nous en visio, Jean-Luc Bella, président de Nokia Bell Labs. Nokia Bell Labs France, je précise que Nokia Bell Labs, c'est le grand pôle d'innovation de l'équipementier. Ces recherches ont été récompensées par de nombreux prix internationaux. Et nous avons aussi en visio Jean-René Lequepez, directeur des programmes et directeur adjoint du CEA Leti, un institut de recherche appliquée du CEA, travaillant dans le domaine de la micro- et nanoélectronique et de son intégration dans des domaines applicatifs tels que les télécoms. Et j'ajoute que Jean-René Lequepez a obtenu en 2000 le Grand Prix de l'électronique générale Ferrier pour ses travaux dans les domaines des télécommunications. Voilà, nous avons donc des experts aujourd'hui pour nous parler de cette future génération de réseaux mobiles. Nicolas Demassieux, vous trois, vous représentez une partie des acteurs qui travaillent sur la 6G, mais qu'est-ce qu'on trouve d'autre dans le consortium qu'on va présenter tout à l'heure, mais dans ce volet d'acteurs qui prépare la prochaine génération mobile? Alors à ce stade, on est plutôt dans l'activité et la phase de recherche, puisqu'il faut une dizaine d'années pour préparer une génération mobile. Là, on parle d'un horizon 2030, donc là, on est tout au début de l'histoire. Et dans cette phase de recherche, on a les grands acteurs de la recherche, aussi bien la recherche d'un opérateur comme Orange, qui est un des 4 ou 5 grands opérateurs dans le monde qui fait de la recherche, des constructeurs de terminaux, des constructeurs d'équipements, puis aussi des établissements de recherche publics, universités, instituts de recherche technologique, CEA. Et tous ces gens-là se regroupent dans des consortiums qui font de la recherche coopérative. Alors, c'est Jean-Luc Bella, pas directement, mais c'est Nokia qui fait partie des pilotes du projet, en fait, d'un consortium européen donc, qui s'appelle ERA-X, que Jean-Luc Bella va nous présenter. La coordination est confiée à Nokia, la responsabilité technique à Ericsson. En fait, ce sont 2 équipementiers européens qu'on retrouve aux manettes, mais pour autant, on n'a pas uniquement des acteurs européens dans ERA-X, Jean-Luc Bella. Alors, c'est EXA-X, le projet. EXA, oui, pardon. Essentiellement européen, qui rassemble sur toute l'Europe les principaux acteurs, comme Nicolas Demassieux vient de le dire, à différents niveaux. Et le projet EXA-X, donc c'est un des premiers projets sur la 6G, a principalement pour vocation en fait de définir les objets de recherche, les champs de recherche. La 5G va se déployer encore pendant de nombreuses années, et donc donc il y a plusieurs étapes dans la norme de la 5G. On a passé la release 15, la release 16, et vont venir la 17 et la 18, et ça va durer pendant quelques années. Et donc il s'agit avec ce projet EXA-X de poser les enjeux de recherche. Et ça, il faut commencer très tôt, parce que les enjeux, les difficultés technologiques sont majeures, les problématiques à adresser sont importantes. Et donc, cette communauté qui est très large a pour vocation, pendant les 2-3 ans qui viennent, c'est vraiment l'enjeu du cœur du projet EXA-X, de projeter sur les enjeux de recherche, quels sont les débits à viser, quelles sont les fiabilités. Il y a beaucoup d'enjeux aussi sur l'économie, la consommation énergétique propre du réseau, sur la résolution en termes de localisation. Enfin, tous ces sujets-là on doit pouvoir poser les enjeux de recherche au sein de EXA-X dans les années qui viennent. Alors, je disais, il n'y a pas que des Européens, parce que j'ai vu que dans la liste, il y avait Intel, par exemple. Et je sais qu'il y a d'autres consortiums. On trouve l'équivalent aux États-Unis. Et d'ailleurs, Nokia y participe également, le consortium NextG Alliance. Ces projets autour de la 6G, ils ne sont pas juste en Europe, on est d'accord. Le monde entier travaille dessus. Jean-Luc Bella. Alors, comme j'ai dit, les acteurs européens, Intel, ce sont les équipes qui sont en Europe d'Intel. Mais globalement, en fait, c'est des activités de R&D qui sont positionnées en Europe. Alors, vous avez raison, les enjeux sur la 6G sont partis sur les 3 continents. Donc, il y a une grande alliance qui s'est créée aussi aux États-Unis, dans lequel qui a été également impliqué. Et puis, il y a aussi un consortium qui se met en place en Chine. Pour les trois dynamiques sont très comparables. Et là, pour le coup, on ne peut pas dire qu'il y ait quelqu'un qui a un coup d'avance ou un coup de retard. Les 3 dynamiques visent à rassembler les structures pertinentes pour justement projeter les objets de recherche. Et là, donc avec EXA-X, on a bien positionné, je pense, l'écosystème européen. Alors, on va donner la parole à Jean-René Lequepez du CEA Leti. Le CEA est impliqué dans 3 grands projets fondateurs de ce consortium. Quelles compétences, en fait, vous mettez à disposition ?
Alors, les compétences que le CEA met à disposition de ces projets, c'est vraiment le lien avec la microélectronique et le monde des télécoms. Aujourd'hui, si on regarde, on est impliqué sur les télécoms depuis la 3G, ça fait plus de 30 ans qu'on est impliqué sur les systèmes de télécoms et qu'on a suivi toute l'évolution des réseaux. Et on voit aujourd'hui qu'on a besoin de mieux marier les deux mondes, le monde des télécoms et le monde de la microélectronique, pour apporter donc à la fois une meilleure efficacité énergétique, donc la sobriété énergétique, et apporter également une moindre exposition au rayonnement électromagnétique. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Mais donc c'est l'intersection entre ces deux mondes, télécom et microélectronique, que nous poussons réellement. Et nous avons lancé donc la semaine dernière une initiative New 6G, donc nanoélectronique et wireless technologies pour la 6G, qui est un think tank qui va rassembler donc différents industriels et académiques. On est en train de créer donc le think tank qui va permettre d'apporter cette réflexion autour des micro-nanotechnologies et des télécoms. Alors, je vais vous poser la même question, Nicolas de Massieu. Quel est le travail d'Orange? Quelles compétences apporte Orange? Comment ça se passe, la définition d'une nouvelle génération, quand on est comme ça 10 ans en amont d'un nouveau réseau mobile? Oui, alors Orange et anciennement France Télécom, on a même travaillé sur la 2G, donc ça date d'il y a longtemps, cette expertise. Ce qui caractérise la recherche d'un groupe comme Orange, il y a 700 chercheurs et chercheuses, c'est qu'elle va depuis des sciences dites dures, avec des gens spécialistes d'électronique, de traitement du signal, de la manière de créer le réseau dans sa technologie, mais on s'intéresse tout autant, je dirais, à tout ce qui touche les enjeux sociétaux au sens large, aussi bien des enjeux énergétiques qui ont été évoqués, comment rendre les réseaux toujours plus efficaces en énergie. C'est d'ailleurs Orange qui, pour la 5G, a été l'acteur qui a amené ça à l'agenda international. C'était en 2015, et si on en parle aujourd'hui de l'efficacité énergétique de la 5G, c'est parce que les chercheurs d'Orange ont poussé ça dans les agendas de recherche internationaux, et après on avait 400 contributions techniques pour les faire arriver dans de la technologie. Et ces enjeux sociétaux touchent aussi des sujets d'inclusion, parce qu'il faut que les réseaux ils soient disponibles pour tous. On est aussi opérateur en Afrique, donc il faut penser à demain, les réseaux, ils vont aussi aller dans d'autres continents. Et donc on représente aussi cette dimension sociétale autour de l'énergie, autour de l'inclusion, autour de l'acceptabilité en général des technologies. Et c'est un sujet qui est de plus en plus important dans les dynamiques mondiales de normalisation de technologies. Bon, question un peu provocatrice pour Jean-Luc Bella. On n'aurait pas pu juste faire une évolution de la 5G plutôt que de repenser encore une révolution mobile? Je pense, en fait, quand on a déjà la 5G, c'est quand même une révolution en soi, puisqu'il y a l'évolution de la structure radio, etc., mais il y a le cœur de réseau. Et il faut, comment dire, quand on évoque une nouvelle génération, avoir beaucoup d'ambition. Et donc, il peut y avoir des changements majeurs. Et donc, c'est un peu la nature de la 6G. C'est-à-dire que la 5G, elle a pour vocation, on rajoute des choses, mais il y a une base qui est construite et ça doit durer 10 ans. Et donc là, l'enjeu sur la 6G, c'est vraiment de voir quelle est la base future dont on a besoin. Parce que de quoi on va parler avec la 6G? On va parler en fait d'un lien très fort entre le monde physique, le monde digital, voire biologique, avec des duplications de jumeaux numériques, des services temps réel où il y aura à la fois la visibilité dans le monde physique et dans le monde numérique. Donc il y a une ambition très forte et il faut bien comprendre si la base sur laquelle on va travailler dans le futur est la bonne. Donc en fait, voilà, c'est une nouvelle charpente, mais encore une fois, c'est la manière dont on a fait évoluer les réseaux, j'allais dire les réseaux mobiles, mais en fait les infrastructures numériques du futur. Et donc c'est plutôt bien de se poser les bonnes questions dès le départ avant de lancer tout un travail de normalisation qui ne démarrera pas d'ailleurs sur la 6G avant 4-5 ans. Il faut regarder les ordres de grandeur du travail qu'il y a à faire. Nicolas de Massieu, je vous ai vu réagir. Vous vouliez dire quelque chose au sujet de cette évolution? À quoi va ressembler la 6G? Oui, parce qu'il y a un effet un peu trompeur de cette dénomination 3G, 4G, 5G, 6G. En fait, on a l'impression qu'on jette tout. Les réseaux, tout ce qu'on a déployé, les fibres optiques, les antennes, les câbles, les alimentations, et même les terminaux, on ne les jette pas du jour au lendemain. Au contraire, c'est une force de notre industrie d'avoir toujours assuré la compatibilité avec les anciennes technologies, et on ne laisse pas tomber les gens parce qu'ils ont juste un téléphone 2G dans la poche. Donc ça, c'est vraiment important de penser que c'est
une couche supplémentaire qu'on va rajouter sur un existant qui sera quand même très réutilisé. Et c'est important économiquement parce que pour nous, c'est des capex. Hein, on les achète, ces réseaux, si on ne va pas les jeter tous les 10 ans. Ouais. Et puis c'est important aussi pour ces sujets environnementaux où on doit rajouter beaucoup de logiciels. Bon, ça ne coûte pas forcément cher en termes d'environnement, pour rendre les systèmes plus intelligents, plus sophistiqués. Et ça suscite des travaux de recherche qu'on nomme 6G et qui viendront compléter la 5G, qui elle-même va évoluer, ça a été évoqué par Jean-Luc Béliard, parce qu'il y a des tas d'améliorations qui vont arriver progressivement. On n'attendra pas la 6G dans 10 ans pour faire les améliorations qu'on pourrait faire aujourd'hui. Bon, bonne nouvelle. On va passer justement la parole à la recherche, Jean-René Lequepez. Comment on fait donc, quand on est un laboratoire de recherche public pour transférer ses compétences dans le domaine privé de l'industrie ? Alors, je dirais que quand on regarde le CEA, on a quatre missions principales. On est au service de l'État, de l'économie et des citoyens. Et donc, on a 4 transitions, donc la transition numérique, la transition écologique, la médecine du futur et tous les aspects de défense et sécurité. Et dans le slogan du CEA, il y a de l'innovation, de la recherche à l'industrie. Donc, on est habitué à transférer donc, les résultats de recherche à l'industrie dans de bonnes conditions pour que l'industrie puisse exploiter nos résultats. Et donc, on fait des preuves de concept, on amène à maturité les technologies et on transfère dans les meilleures conditions possibles à la base industrielle que l'on a, si possible bien sûr en France ou en Europe. Donc, c'est principalement le schéma que nous préparons. Et vous avez lancé un collectif de réflexion aussi, j'ai noté RISE 6G. Quel est son objectif ? Alors sur le projet RISE 6G, c'est un projet européen important en volume qui est coordonné donc, par le CEA-Leti, qui vise à regarder des structures antennaires avec des structures réfléchissantes. L'objectif est d'apporter donc une énergie moindre sur les réseaux télécoms futurs et une moindre exposition donc, au rayonnement électromagnétique. Donc on adresse les deux facettes, donc la sobriété numérique et l'exposition au rayonnement électromagnétique. Ouais, ça, ce sont deux enjeux majeurs et on pourrait avoir des résultats qui arriveraient avant 10 ans, avant la 6G ? Oui, l'objectif de la 5G, c'est de standardiser. Donc, la 6G sera standardisée dans 5 ans, à partir de maintenant. Donc, on a 5 ans de travaux de R&D pour préparer la 6G et préparer la standardisation, avec l'ouverture de fréquences nouvelles, la montée en fréquence, les spécifications de la 6G, qui sont aujourd'hui complètement ouvertes. Et après, on aura 5 ans de maturation technologique pour que les industriels et les centres de recherche préparent les technologies nécessaires. Alors, on est sur un temps long quand même. Jean-Luc Béliard, je précise aussi que la Commission européenne a mis 80 milliards d'euros sur la table. Quels sont les axes de travail prioritaires ? Est-ce qu'il y a une différence entre les priorités que se fixe l'Europe versus les États-Unis, la Chine ? Vous voulez en objectif technique? Non, oui. Globalement, pour le moment, sur les 3 continents, les objectifs techniques sont à peu près semblables. Il y a évidemment un accompagnement pour la montée en débit, parce que ça, c'est un train à l'évolution des infrastructures numériques, mais on retrouve un peu aussi des enjeux sur la fiabilité des réseaux avec la précision, la consommation intrinsèque énergétique des réseaux. On va avoir déjà dans la 5G, il y a une connexion sur les objets qui va être très importante, mais là, on va avoir une connexion avec des objets qui ne consomment rien, qui disparaissent dans la nature, tellement ils consomment peu. Et puis, ce que j'ai dit aussi, c'est donc ce temps réel qui fait qu'on va avoir, on a aujourd'hui beaucoup de travaux sur les jumeaux numériques, mais qu'on va avoir finalement dans le monde numérique une duplication du monde physique. Et ça fait partie des enjeux qu'on retrouve sur les 3 continents. Du côté de la Chine, comme on le sait, qui pousse beaucoup sur les applications industrielles et les infrastructures numériques, c'est aussi des choses majeures qui sont dans la feuille de route sur la future 6G. Donc les enjeux technologiques sont à peu près comparables sur les 3 continents. Nicolas Demassieux, sur ces enjeux européens, ces priorités européennes ?
Oui, alors en fait, il faut aussi concevoir que chaque continent a ses propres besoins, parce que quand on parle d'Afrique, on n'a pas tout à fait les mêmes besoins de couverture, la densité de population est beaucoup moins dans certains endroits, donc il y a vraiment, il faut comprendre que les enjeux des territoires à l'échelle du monde ne sont pas du tout les mêmes, sans parler aussi des enjeux qui sont des enjeux Mais par exemple, la montée en réglementaires. débit, on en a tous besoin partout dans le monde. Oui, mais finalement, il y a des endroits où la priorité, c'est d'abord d'avoir de la couverture. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'avant de faire du débit, il faut déjà avoir le réseau. Et les gens qui n'ont pas le réseau aujourd'hui, et il y en a encore en France, et il y en a encore du travail pour couvrir, assurer la connectivité avec la qualité de service qui va bien, la qualité d'expérience. Si on est en télétravail, on a quand même besoin d'un minimum de débit pour travailler. Mais on préfère, nous, penser le minimum de débit pour tout le monde que le super débit pour certains. Il faut les deux. Il y a des applications qui vont demander un super débit pour certains, mais il faut aussi penser à tout ça. Donc c'est un choix. C'est un sujet de compromis en permanence. La technologie permet de faire un certain nombre de choses. Nous, les opérateurs, ce qu'on dit, c'est que suivant les endroits où on n'a pas les mêmes besoins. Donc il nous faut une technologie qui soit, et on ne répond pas forcément même aux mêmes besoins sociétaux. Il y a des sujets sur la protection de la vie privée qui sont bien plus forts en Europe qu'ils ne le sont en Asie, par exemple. Eh bien, on va y répondre. Ils sont abordés là dans cette phase préparatoire ? Alors, il y a oui, parce que augmenter la sécurité et la résilience des réseaux, c'est crucial. On voit aujourd'hui avec les enjeux climatiques qu'il y a de plus en plus de poteaux, d'antennes qui tombent parce que la neige, parce que le vent, et cela, il faut les réparer, ça coûte cher, et en plus, les gens, ils n'ont plus de réseau, et ils ne peuvent plus se connecter. Donc, on voit monter que peut-être hier, l'enjeu principal, c'était l'ultra haut débit, peut-être que demain, l'enjeu, et ça, on a fait des études un peu prospectives sur les temps longs, l'enjeu demain, c'est surtout de garantir que le réseau ne va pas tomber en panne quand on en a vraiment besoin. Et en fait, c'est une question d'avoir la flexibilité dans nos réseaux pour pouvoir gérer un futur qui sera incertain, parce que nul ne sait vraiment ce qui sera en 2030. Nous, notre vision, c'est qu'il faut donner ces compromis dans les mains des opérateurs qui, en fonction des besoins territoriaux et sociétaux du moment, pourront décider, oui, on met beaucoup de débit, ou alors on va surtout travailler sur l'efficacité énergétique. Et ça, on ne peut pas tout avoir à la fois, en fait. Jean-René Lekepez, est-ce qu'il y a des défis technologiques qui vont être plus difficiles que d'autres à relever pour cette 6G dans le temps qui vous est imparti ? Oui, on voit qu'il y a un défi technologique sur la montée en fréquence pour obtenir plus de débit. Donc, ça va demander de développer des technologies particulières, microélectroniques, qui ne seront pas dues à la progression incrémentale liée à la loi de Moore. Vous savez que cette loi de Moore, c'est la loi de la microélectronique qui dit que tous les 2 ans, on double la capacité de calcul sur une puce. Donc, aujourd'hui, on voit bien que les gains attendus pour la 6G ne seront pas faits avec les progrès incrémentaux de la loi de Moore. Donc il faut qu'on imagine autre chose, une autre technologie montant plus haut en fréquence et pouvant répondre aux besoins. Donc on a également besoin de préparer vous savez que dans des fonctions aujourd'hui de téléphonie cellulaire, on a beaucoup d'opérations de filtrage. Et aujourd'hui, on arrive à plus de 100 filtres sur un téléphone portable. Donc il faudra trouver des solutions pour avoir des filtres programmables permettant de limiter le nombre de composants et limiter le coût de nos futurs téléphones. Expliquez-nous juste cette notion de filtre. Ils servent à quoi ces filtres ? Ces filtres, ils servent à se mettre dans la bonne bande spectrale et de récupérer l'information émise pour la démoduler ensuite et transformer ces informations radio en informations de bits et d'informations. Donc, là, il y a un enjeu majeur. Il y a un enjeu majeur également sur les amplificateurs de puissance, qui sont une des pièces maîtresses d'un téléphone ou d'une infrastructure téléphonique qui consomme beaucoup et qu'il faut améliorer l'efficacité énergétique. Et puis également le besoin d'aller vers des antennes plus intelligentes. Au lieu d'utiliser des antennes qui rayonnent de façon omnidirectionnelle, comme aujourd'hui, l'idée c'est d'aller vers des antennes qui seront plus directive pour focaliser l'énergie électromagnétique dans une seule direction et dans la direction d'un utilisateur pour permettre d'augmenter les débits vers cet utilisateur sans polluer le spectre électromagnétique en émettant dans toutes les directions. Donc des antennes beaucoup plus agiles et beaucoup plus performantes. Jean-Luc Bella, est-ce que vous pouvez nous faire rêver un peu sur les promesses de performance technique qu'apportera la 6G ? Alors, oui, je vais répondre, mais déjà, je vais continuer dans ce que vient de dire Jean-René sur les enjeux technologiques majeurs. Oui. Il y en a qui seront aussi à la périphérie de ce réseau 6G, puisqu'on aura un réseau avec
comme je disais, une connexion parfaite entre le monde physique et numérique. Et c'est dans le champ ce qu'on appelle l'interface homme-machine, comme la souris de votre PC, tout un tas d'objets comme ça, qu'on va voir des évolutions scientifiques et des découvertes, à mon avis, des avancées importantes, puisqu'on aura pratiquement une continuité entre le monde physique et le monde numérique. Alors maintenant, en termes de performance, comme on est à l'étape de la recherche et des objets de recherche, les ambitions sont très importantes. On pose des objectifs ambitieux, je veux dire, on vise jusqu'à 100 gigabits en termes de capacité et 5 gigabits au edge. On vise des latences qui soient en dessous de la milliseconde avec une fiabilité, ce qu'on appelle la 10-9, c'est-à-dire il y a moins d'une erreur sur 10 puissance 9 paquets envoyés. On vise une mise en échelle, une flexibilité des réseaux qui permettent d'accompagner des millions de devices, d'objets connectés au kilomètre carré. On vise justement un environnement Internet des objets qui soit pratiquement à zéro consommation d'énergie en fonction des optimisations qui sont traitées au cœur du réseau. Et puis on vise des précisions de localisation en dessous du centimètre, à la fois indoor, outdoor, enfin à l'intérieur et à l'extérieur. Donc voilà, sur le papier, les objectifs techniques sont très ambitieux, mais c'est assez, je dirais, naturel dans cet exercice-là. Alors après, il y aura peut-être des priorités qui seront données. Nicolas Demassieux l'a bien évoqué, il peut y avoir en fonction du service des priorités entre couverture et de débit. Après, il peut y avoir des évolutions qui vont focaliser. C'est d'ailleurs l'objet du projet X qu'on coordonne dans nos cas, c'est de voir quel est le compromis. On a à peu près 5-6 directions d'optimisation technologique. Quelles sont celles qui sont compatibles entre elles et qui feront du sens pour les nouveaux services qui viendront dans longtemps et dont l'imagination de ces nouveaux services est immense et souvent on découvre les services après, c'est un peu l'évolution des infrastructures numériques. On a posé les fibres, ont donné la capacité, les services ont émergé. Merci Jean-Luc Bella pour ces promesses technologiques qui nous font rêver. C'est vrai que pour les usages, c'est peut-être un petit peu tôt d'en parler, de les imaginer aujourd'hui. On voit déjà que sur la 5G, on a encore des labs chez Orange qui travaillent sur imaginer ces nouveaux usages autour de la 5G. Donc pour la 6G, on va attendre un petit peu, non ? Oui, alors faut distinguer des usages spécifiques avec des apps, alors soit dans le domaine de l'industrie, parce qu'on a vu aussi qu'avec la 5G, ce qui est vraiment nouveau, en plus de pouvoir amener un très bon réseau pour tout le monde, hein, pour vous et moi, on a des capacités maintenant de faire l'agriculture intelligente avec des capteurs, de faire de la logistique avec des capteurs, parce qu'on sait aujourd'hui que la moitié des camions circulent à moitié vide. Est-ce que c'est une bonne idée ? Non, c'est pas une bonne idée. Qu'est-ce qu'il leur manque ? Il leur manque peut-être une infrastructure numérique nous permettant d'optimiser globalement les chaînes logistiques. Et vous voyez qu'aujourd'hui, c'est un des éléments d'actualité. Et nul ne pouvait le prévoir. Ça, c'est déjà des choses qu'on pourra faire avec la 5G. Et donc la 5G sera un grand laboratoire. Je pense qu'il faut aussi qu'on apprenne à faire des retours d'expérience, nous, industriels, opérateurs ou équipementiers, sur ce qu'on fait avec la 5G. C'est-à-dire que la 6G, notre conception des choses, c'est-à-dire oui, il faut faire de la recherche aujourd'hui parce que ça prend du temps. Hein, l'antenne d'intelligence qu'on utilise aujourd'hui dans la 5G, elle a été inventée par un chercheur en 2010. Hein, donc ça fait longtemps que les papiers scientifiques ont été faits. Pour la 6G, il y a la recherche, mais il y a la certitude qu'il faut comprendre les usages d'aujourd'hui pour préparer les besoins de demain. Ce sera votre mot de la fin. Merci beaucoup à Jean-René Lequepez du CEA Leti, à Jean-Luc Bella de Nokia Bell Labs France et Nicolas Demassieux d'Orange pour cet aperçu sur la 6G. Alors juste après la pause, on retrouve notre sujet sur la confidentialité. On va parler des emails qui sont des courriers non confidentiels. Nous sommes de retour sur le plateau de Smartech pour notre rendez-vous avec la confidentialité des données. On en parle avec Hervé Lejouan, président fondateur de Privoni. Bonjour Hervé. Bonjour Delphine. Merci d'être en plateau aujourd'hui, ça nous fait très plaisir. Moi aussi. Alors ces emails, vous nous dites que ce ne sont pas des courriers confidentiels. Pourtant, on aurait tendance à le penser. En fait, le problème, c'est qu'ils n'ont pas été conçus pour ça. Oui, à la base, le protocole qui a servi de fondation à l'envoi des emails s'appelle SMTP. Et qui a été d'ailleurs créé en 82. Et le but de SMTP, c'était pas de garantir la confidentialité des emails. C'était initialement de permettre à des ordinateurs
de s'envoyer et d'archiver des messages. Donc, et tout le monde pouvait y avoir accès. Et ce n'est qu'à la fin des années 90 qu'on a vu en fait une démocratisation envers le public de ce qu'on appelle les boîtes de messagerie, avec des acteurs comme Yahoo qui sont venus sur le marché, et puis plus tard Gmail. Mais c'est là où ces acteurs étant des sociétés qui ont proposé des services gratuits d'hébergement et de traitement des emails, ont utilisé aussi le contenu de ces emails pour en faire un usage un peu plus commercial. Oui, on le voit d'ailleurs que quand on envoie certains messages, on reçoit des publicités qui semblent connectées avec le sujet qu'on aborde. Donc non seulement ces emails n'ont pas été conçus pour être confidentiels, mais en plus ils sont décortiqués, analysés pour des motivations de profit commerciaux. Oui, absolument. Et il y a eu d'ailleurs Google en 2014, dans sa politique de confidentialité, explicitait clairement qu'il lisait l'intégralité du message pour derrière l'utiliser à des fins publicitaires ou commerciales. Alors, ce sont des robots quand même, c'est automatisé. Oui, ça. Voilà, ce sont des algorithmes. Naturelle. Voilà, ce sont des algorithmes. Mais en 2017, ils sont revenus là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a sur la pression du marché, Google a dû dire on ne lit plus les emails. Mais pour autant, Google et les autres utilisent un certain nombre d'interfaces de programmation, les API, qui permettent à des tiers, si jamais ils vous apportent un service, par exemple, de nettoyage de votre boîte de mail et autres, d'accéder à vos messages aussi, et là, de lire tout le contenu sans que vous en ayez vraiment conscience. Donc, on voit bien que l'email, ce n'est pas quelque chose du tout qui est confidentiel. Et dans les entreprises d'ailleurs, parce qu'il y a les boîtes mail personnelles, mais dans les entreprises, oui. Là, dans les entreprises, l'email, il faut savoir que l'email appartient à l'entreprise. Et donc, les emails professionnels sont lus et peuvent être lus par votre employeur. Par contre, en France, pas les emails à titre personnel qui seraient utilisés avec la boîte mail professionnelle, parce que là, il y a des lois qui protègent. C'est-à-dire qu'il faut indiquer, je crois, dans l'objet qu'il s'agit d'un mail personnel, et dans ce cas, il ne peut pas être ouvert. Voilà, mais sinon, effectivement, la messagerie n'est pas confidentielle. Qu'est-ce que ça veut dire de manière très pratique pour les utilisateurs ? Ça veut dire qu'il ne faut pas assumer que la messagerie, c'est un endroit, enfin le mail est quelque chose de confidentiel. Il faut assumer que ce mail peut être lu, et puis comme vous le savez, ce mail peut être transféré. C'est-à-dire qu'en quelques clics, vous transférez ça à un certain nombre de personnes. Donc si jamais vous envoyez quelque chose qui vous paraît important ou confidentiel, si quelqu'un d'autre le transfère, vous perdez le contrôle. C'est comme sur les réseaux sociaux, vous perdez le contrôle de ce que vous avez partagé. Donc, il ne faut vraiment pas assumer ça. Et ce qu'il faut, c'est se dire qu'il ne faut pas envoyer non plus des pièces attachées de type carte nationale d'identité, ou quand on vous demande des informations, votre numéro de passeport, des mots de passe en clair. Il y a encore des sociétés aujourd'hui, des grandes sociétés, j'en ai fait l'objet récemment, des grandes sociétés françaises qui vous envoient un mot de passe en clair sur votre boîte mail. Donc, et là, on voit bien que non, il ne faut pas faire ça. Et aujourd'hui, heureusement, il y a de plus en plus de services qui permettent de charger, en fait, l'information via ce qu'on appelle le web ou des serveurs, où vous allez charger vos fichiers, vos cartes nationales d'identité, mais surtout, n'envoyez rien par mail. Et puis, si possible, chiffrer, alors là, c'est plus technique, mais chiffrer vos mails, on peut le faire. Il y a des boîtes de messagerie chiffrées. Voilà, il y a des boîtes de messagerie. Il y a ProtonMail, par exemple, une société suisse qui est assez connue et qui, là, vous garantit, un peu comme les messageries instantanées, un chiffrement de bout en bout de vos emails. Bon, et sécuriser sa boîte mail avec un mot de passe fort, peut-être aussi, non ? Oui, alors ça, c'est le dernier aspect, c'est la base, parce qu'effectivement, sur le dark web, un accès à une boîte mail, ça vaut $80. C'est-à-dire que si on a accès à votre boîte de messagerie, ça se vend $80, soit 5 fois plus qu'une carte de crédit. C'est pour vous dire la valeur, parce qu'on peut usurper votre identité avec votre accès à la messagerie, et on peut faire vraiment un certain nombre de choses. On peut se connecter à plein de services. On peut se connecter à plein de services et autres. Donc oui, protéger et utiliser finalement la double authentification pour accéder à votre messagerie, ce qui vous permettra d'éviter des déboires lorsque vous vous connecterez, et surtout pour éviter que quelqu'un usurpe votre identité. Merci beaucoup Hervé Lejouan pour ce rappel que nos courriers ne sont pas confidentiels par défaut. Hervé Lejouan de Privoni. À suivre, la découverte, c'est l'innovation du jour, c'est un robot paresseux mais très productif. À quoi ressemblera demain ? Peut-être à un éloge de la paresse. Bonjour Cécilia Sévry. C'est quand j'ai vu votre sujet, je me suis dit, ça me fait penser à ce qu'on dit des grands feignants qui se retrouvent à être ultra productifs dès qu'ils passent à l'action. Alors je ne sais pas si c'est exactement pareil avec les robots. Mais un petit peu en fait. Là, je vous présente un robot qui va prendre son temps et ça vaut le coup. Ce robot, il s'appelle Slotbot. C'est un robot
paresseux, comme le mammifère qui s'accroche aux arbres et qui est bien connu lui aussi pour prendre son temps. Pourtant, effectivement, quand on parle de robots, on pense plutôt productivité, efficacité, rapidité même. Alors là, cette innovation, elle prend un petit peu ce principe-là à contresens, avec un seul objectif, avec le minimum de ressources, obtenir un maximum de résultats et de données, parce que c'est là tout l'intérêt de cette technologie, de ce robot. Plus il est lent, moins il dépense d'énergie, et plus il va durer dans le temps et être utile. Alors, être utile à quoi ? À l'environnement. Dans ce cas présent, ce robot, il est situé pour l'instant dans un parc. Il fait 92 cm d'envergure. Il est situé dans un parc en Géorgie, les jardins d'Atlanta. Et là-bas, il est là pour observer, pour surveiller, pour analyser 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, le parc. Pour ce faire, les chercheurs ont donc décidé de lui donner le mode de vie du paresseux. Un mode de vie très très faible en énergie. Il se déplace grâce à des mini-moteurs qui sont intégrés et qui fonctionnent à l'énergie solaire. Donc on va le voir, il a des petits panneaux solaires accrochés sur lui. À l'intérieur aussi, il y a tout un tas de capteurs. Des capteurs de température, des capteurs d'humidité, des capteurs de luminosité. Il y a aussi un capteur de dioxyde de carbone et même une caméra. Alors toute cette technologie, elle est englobée dans une coque qui a été imprimée en 3D pour ressembler à un paresseux. Ça, c'est le petit atout esthétique pour les visiteurs du parc, mais aussi pour la faune, pour ne pas être trop perturbé. Et quelle est la vraie valeur ajoutée de ce dispositif ? En fait, il est là, ce robot, pour s'attarder sur l'observation de l'environnement, prendre des mesures toute la journée et vivre surtout le plus longtemps possible dans son environnement. Il pourra voir donc des choses qu'on ne voit pas dans une mesure beaucoup plus rapide quand on rentre simplement prélever des échantillons. Par exemple, il pourra mesurer l'effet du changement climatique sur l'environnement, mesurer le dioxyde de carbone, mesurer la différence de pollinisation, la différence de qualité de l'air en fonction des saisons et sur plusieurs mois, voire même sur plusieurs années, de donner des informations qui auront une véritable valeur scientifique. Et lui n'est jamais à court d'énergie solaire ? Non, parce que d'abord, il est programmé pour se déplacer uniquement quand c'est nécessaire. Donc le reste du temps, ces batteries sont en veille. Et puis quand ces batteries sont à sec, les capteurs vont repérer la luminosité, repérer les rayons de soleil et le déplacer tout doucement pour aller recharger ses batteries grâce à ces panneaux solaires. Donc pour le moment, l'expérience, elle se concentre sur un seul câble en hauteur de 30 mètres de long. L'idée ensuite, c'est d'en mettre plusieurs pour couvrir une plus grande surface à surveiller, à analyser. Et on pourra mettre comme ça des engrenages pour qu'ils puissent passer tout seuls d'un câble à l'autre. Mais alors justement, pourquoi est-ce qu'on a choisi un robot qui s'accroche dans les arbres ? Mais parce que l'option robot à roues sur le sol, c'est un peu compliqué avec la faune, avec la flore, avec la boue. Il y a beaucoup d'obstacles. Et puis à l'inverse, un drone, ce serait beaucoup trop énergivore pour ce type d'application, c'est-à-dire 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ici, le robot, il fait partie intégrante de l'environnement. D'ailleurs, j'ai relevé un petit peu les mots de la conservatrice des jardins d'Atlanta qui disait que si l'expérience est concluante, elle scellera, selon elle, mais c'est une belle conclusion, l'union entre la robotique et la conservation. Merci beaucoup, Cécilia Sévry, pour cette histoire de paresseux qui nous fait entamer la journée de manière très tranquille. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que vous aurez apprécié comme moi ces découvertes, notamment autour du plaisir et de la paresse. À suivre le Lab, qui est le rendez-vous où pitch les entreprises du numérique. Et moi, je vous retrouve demain pour de nouvelles découvertes et discussions sur la tech.